Bonjour à toutes et tous. Alors pour cette deuxième partie sur le raisonnement clinique pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on va étudier les styles et humilité clinique. Alors le style, il y en a plusieurs, des styles pour faire de la psychiatrie et pédopsychiatrie, et puis il y a des pistes d'amélioration de la sémiologie, et puis on va voir ce qu'on pourrait appeler une humilité clinique, c'est-à-dire une manière de se décaler d'une sorte de vision complètement analytique du raisonnement clinique, comme si celui-ci pouvait être entièrement cerné par des critères. Alors, des styles pour faire la pédopsychiatrie, simplement je vais reprendre les grands types de cliniciens que Caroline Guibé-Lafaille a décrit dans une typologie des médecins psychiatres. Dans son article, alors, elle décrivait vraiment 5 styles, un type très médical, donc c'est vraiment faire de la description basée sur des étiologies. Donc ça c'est vraiment le modèle médical qui est basé sur la médecine non psychiatrique, avec l'idée de faire rejoindre la psychiatrie des autres spécialités médicales. Un deuxième type de manière de pratiquer la médecine, de manière de raisonner, mais aussi un deuxième type de clinicien, c'est le modèle paternaliste, où là vraiment la maladie est conçue comme une pathologie de la liberté, et donc il faut assister, protéger la personne les plus en souffrance, avec quels que soient les moyens requis. Et voilà, il y a vraiment cette fois-ci une spécificité de la psychiatrie, puisque le clinicien a des droits supplémentaires par rapport au patient. Un troisième type, un type humaniste, c'est la maladie, une forme d'être au monde. Il va falloir trouver un moyen pour que le sujet se préserve, ne soit pas trop abîmé par cette forme d'être au monde. On y pense par exemple dans la psychothérapie institutionnelle, et on va essayer de réparer aussi l'environnement du patient. Voilà, et donc on a vraiment dans ce type de médecine une aversion à l'égard de la contrainte qui est considérée comme une violence. Et puis deux autres types, un du contrôle social, c'est qu'il y a une réalité, notamment sociale, qui est plus perçue de manière adaptée, et donc il faut déclencher une protection sociale. Donc là, c'est pas vraiment du paternalisme, mais c'est vraiment l'idée que le social et la médecine sont fondamentalement liés, et que il y a un enjeu social derrière les maladies psychiatriques. Et puis, dernier type, défenseur des droits. On conçoit la maladie, le trouble psychiatrique comme un accident dans un parcours de vie. Et là, pour le coup, on va être contre la privation de liberté. On y pense par exemple dans les modèles de réhabilitation psychosociale, où on va promouvoir un accès à la santé publique, à des soins de meilleure qualité pour tous, et notamment des parcours beaucoup plus individualisés autour, par exemple, du rétablissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement 5 types de raisonnement clinique ou 5 types de cliniciens, mais on retrouve chacun de ces types dans des institutions particulières. Donc l'exemple de la réhabilitation sociale, on retrouve un type 5, mais on retrouve aussi un type 1, où vraiment la psychiatrie va être vue comme une médecine basée sur des facteurs étiologiques. On va se fonder sur les neurosciences pour justifier et légitimer la pratique de réhabilitation psychosociale de défense des droits, ou inversement, on peut mêler un type très humaniste et médical. Voilà. Donc il y a vraiment des institutions qui sont basées sur certains types de raisonnement clinique. Alors, deuxième point, c'est bien cette sémiologie, la sémiologie psychiatrique, comment on va pouvoir la raffiner. Déjà avec la psychométrie, qui a ses forces et ses faiblesses. Ses forces, c'est qu'il y a une certaine fiabilité et validité d'un questionnaire de psychométrie. On sait qu'on s'entend et qu'on parle au moins du même objet, même si on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis il y a une finesse sémiologique dans les questionnaires. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on pose 30 à 40 questions autour d'un trouble, il y a quand même une finesse que le clinicien n'a pas systématiquement. Le problème, c'est le manque de chevauchement. On le voit, 341 737 manières de qualifier les spécifieurs de la mélancolie, 636 000 manières d'avoir un stress post-traumatique, et puis 1030 profils de symptômes différents dans la dépression. Voilà, et 501 profils qui ont été prouvés uniquement par un seul individu. Et en fait, quand on regarde là dans le schéma de droite, c'est qu'on regarde différents questionnaires qui sont sur les rhombes concentriques, et on voit que les symptômes qu'ils partagent en commun représentent, on le voit, environ un gros tiers des questionnaires ont des symptômes en commun, c'est là où c'est coloré, et puis ensuite c'est des symptômes épars qui sont présents dans certains questionnaires et pas d'autres. Alors au-delà de la psychométrie, on a des phénotypes digitaux, c'est vraiment l'idée de diminuer notamment les biais cognitifs et d'avoir des marqueurs embarqués en vie quotidienne. Le problème, c'est de savoir quels marqueurs on mesure, des marqueurs objectifs, des marqueurs subjectifs, et puis voilà, quelle est la valeur de ces marqueurs, et là il y a tout un enjeu autour de ce côté-là. Et puis, l'intelligence artificielle qui est finalement une manière de réfléchir, de structurer les données, de les objectiver, et en même temps pose de nombreuses questions sur l'annotation des bases de données. Quand on fait classifier un algorithme, il classe en fonction de ce qui a été prédéterminé. Donc voilà, des forces et des faiblesses pour améliorer la sémiologie.
Et puis, dernier point, c'est l'humilité clinique. C'est une fois qu'on a parlé de cette manière de faire de la clinique, on a parlé d'un raffinement potentiel de la sémiologie, ben, on se rend compte que il va falloir avoir une certaine humilité, notamment gérer l'incertitude. Et en fait, cette notion d'incertitude a été particulièrement développée. Toute une clinique de l'incertitude, on en trouve plusieurs sources de l'incertitude. Déjà parce qu'on ne peut pas maîtriser le savoir disponible, tout le savoir disponible, il y a des limites propres à la connaissance médicale en soi, et puis des fois, difficulté de distinguer ces deux limites, ces deux sources. Et il y a des écueils à l'incertitude. Certes, l'incertitude peut être paralysante, mais inversement, occulter l'incertitude, le scientisme, l'arrogance, les convictions, le paternalisme, etc., peut être tout aussi dangereux. Et donc on voit comme ça, quand on réfléchit autour de l'incertitude, on peut développer une clinique de l'incertitude qui peut être énoncée aux patients, ouvert au dialogue, sur le fait que tout n'est pas possible. Et vraiment, ça peut être même dans les interstices de l'incertitude que s'insinue l'espoir des malades. Voilà. Je ne sais pas comment ça va évoluer, et donc c'est là où il y a un espoir pour le malade, et sans en même temps qu'il y ait de mensonges. Il faudrait pouvoir quantifier ce qu'on ne sait pas, disait Amezen, et voilà, il y aurait une compétence de l'incertitude à développer avec une posture d'incertain mais curieux, puisque l'incertitude apporte aussi la curiosité. À côté de ça, une humilité à développer parce qu'il y a une perte de mémoire. Quand on parle de la mémoire, des connaissances théoriques des patients rencontrés, il faut assumer qu'on n'a pas une mémoire sans faille. Et ça, c'est pas toujours dit, pas toujours ouvert et pas toujours permis d'accepter que la mémoire n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis, accepter autre chose, c'est qu'on parle des diagnostics comme s'il y avait des choses devant nous, comme des espèces naturelles, comme on verrait des espèces d'oiseaux qu'on reconnaît très facilement dans la nature. Et en fait, quand on se penche sur ça, qu'est-ce que sont ces espèces plutôt psychiatriques ? Eh bien, on se rend compte que les bords sont très très flous, les limites sont floues, il y a des chevauchements importants, et puis ces espèces sont interactives avec la manière de les désigner, et puis leur évolution dans le temps. Voilà, donc on s'aperçoit qu'une humilité clinique est cependant nécessaire pour avoir un bon raisonnement clinique, notamment en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, merci pour votre attention.